Concours ARES, médecine et dentaire, examen d'entrée, partie physique, partie 1 sur 2. C'est parti. Alors question 1. Soit un prisme dont la base est un triangle rectangle isocèle constitué de verre à indice de réfraction n. Un rayon lumineux pénètre dans le prisme perpendiculairement à sa face de droite et ressort après réflexion totale par la face inférieure. Sachant que le prisme est entouré d'air, quelle doit être la valeur minimale de n pour qu'il y ait réflexion totale? Alors, deux conditions pour avoir une réflexion totale. L'indice de réfraction du milieu incident doit être plus grand que celui du milieu réfracté, n1 doit être supérieur à n2, et l'angle d'incidence doit être supérieur à l'angle limite, I incident doit être supérieur à I limite. Donc ici, ça va être la réponse C, n est supérieur à racine de 2, racine de 2 ça fait 1,414, et nous on doit être supérieur à l'indice de l'air qui est 1, donc la première valeur qui est supérieure à 1, c'est bien racine de 2. Question 2. Un automobiliste roulant à 50 km/h doit freiner brusquement. Sa distance d'arrêt définie comme l'espace nécessaire pour s'immobiliser vaut 25 mètres. S'il roulait initialement à 70 km/h et qu'il freine avec exactement la même force de freinage supposée constante, quelle serait alors sa distance d'arrêt? Donc là on va plutôt utiliser une astuce qu'on apprend au code de la route. Donc on nous dit que 50 km/h, c'est 25 mètres. Mais en fait, pour savoir que c'est 25 mètres, on prend le chiffre des dizaines, on fait 5 au carré, ça fait 25. C'est l'astuce qu'on apprend en code. Donc quand on a 70 km/h, on fait 7 au carré, 49, donc c'est bien réponse B. Question 3. Un corps tombe verticalement dans l'air, il subit le frottement de l'air de sorte qu'après un certain temps, son poids est exactement compensé par la force de frottement. Si x représente l'altitude du corps et t le temps, lequel des graphes ci-dessous décrit mieux l'ensemble du mouvement? Alors dans une première phase, le corps accélère donc sa vitesse augmente. Dans sa deuxième phase, le système est à l'équilibre, donc la droite est proportionnelle. Donc la première phase, le corps tombe, il gagne en vitesse. Et une fois que le système est en équilibre, la distance entre chaque point est la même. Donc on est dans un mouvement rectiligne uniforme, donc on sera proportionnel. Donc c'est la réponse B. Question 4. Un objet est placé à 1 mètre d'une lentille convergente, perpendiculairement à l'axe optique de cette lentille. L'image réelle de cet objet formé de l'autre côté de la lentille est 9 fois plus grande que l'objet. Quelle est la distance focale de la lentille? Donc j'ai représenté rapidement l'axe optique avec les lentilles et les objets. Donc ici on sait qu'on a une distance de 1 mètre. On sait que ici la taille de l'objet est 9 fois plus grande que la taille ici. Le grandissement, il y a une formule qui nous dit que c'est A'B', donc cette distance-là divisée par cette distance-là, et aussi la distance ici divisée par celle-là. Comme on dit que c'est 9 fois plus grand, ça veut dire que A' sur A'B' sur AB, ça fait 9. Et comme OA, on sait que ça fait 1, et bah du coup, OA' sera égal à 9. Ensuite, on utilise la relation de conjugaison. OA', on a trouvé que c'était 9, donc j'ai remplacé 1 sur 9. OA, comme ça, c'est OA étant à gauche de la lentille, c'est une valeur négative, donc moins 1. Attention à ce petit piège. On met sur, attention, moins fois moins ça fait plus. On met sur le même dénominateur. J'ai tout détaillé. 1 sur OF' sera du coup égal à 19e. Donc ensuite on retourne en utilisant la fonction inverse. Du coup 9 sur 10, ce qui nous fait 0,9 mètres. Réponse A. Question 5. Lors d'une échographie une onde ultrasonore est émise par une sonde posée contre le corps du patient. Lorsque l'onde atteint un obstacle dans le corps, elle est réfléchie et revient vers la sonde où elle est détectée. Les signaux émis 1 et réfléchis 2 sont visualisés sur l'écran d'un oscilloscope comme ci-dessous. D'accord? Alors, on a la vitesse des ultrasons, 1,4 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Entre le pic 1 et le pic 2, on a compté 12 divisions. 12 divisions, ce qui correspond du coup à 20 fois 12, 240 microsecondes. Attention, il y a un aller-retour, donc la distance est doublée. Il faudra penser à diviser par 2.
Donc V est égal à 2 fois la distance, divisé par T. 2D est égal à V fois T. D sera égal à V fois T divisé par 2. On remplace. Alors, petite technique de calcul, 1,4 fois 2,4. Alors, j'ai d'abord fait 1,4 divisé par 2, ça m'a donné 0,7. Ensuite, j'ai tout mis 100, donc 7 fois 24, 168. Donc 7 fois 240, ça fait 1680. Et ensuite, j'ai mis des virgules. Et ici, j'ai 3 chiffres après la virgule, donc 1,680. Les puissances de 10, on les met ensemble. Propriété des puissances de 10, on les additionne. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 4, ça fait 3 moins 4. Et du coup, j'ai moins 1. Et du coup, la distance D sera égale à 1,68 fois 10 puissance moins 1 mètres. Du coup, 0,168 mètres, 16,8 cm. La réponse B. Alors, dans le circuit électrique suivant, la LED D fonctionne sous une tension de 2 volts. Quelle est la puissance lumineuse de cette LED en supposant qu'une efficacité de 100%? Donc, j'ai la tension à la LED qui vaut 2 volts. La puissance de la LED est égale à U fois I du circuit, donc la tension de la LED fois l'intensité qu'il y a sur le circuit. La loi d'Ohm nous dit que la tension de la résistance est égale à R fois I circuit, donc I circuit sera égal à la tension de la résistance divisé par R. On a la loi des mailles, on connaît la loi des mailles, somme des tensions est égale à 0. 6 étant la tension du générateur moins la tension de tous les autres récepteurs. Et on trouve du coup la tension et la résistance qui vaut 4 volts. Je vais pouvoir calculer I circuit. Donc pour calculer I circuit, ce sera du coup U résistance, on a trouvé 4, divisé par les 200 qu'on nous indique dans l'énoncé. 2 sur 2, ça fait 2 sur 100, donc 0,02 ampères. On a la loi des mailles des intensités ce coup-ci, donc toutes les intensités sont égales dans chaque récepteur, donc ça veut dire que l'intensité dans tous les récepteurs dans une maille est identique. Ça va me servir pour... Bah, du coup, I circuit, hein, ce sera l'intensité de mon circuit. Je remplace, donc la puissance de ma LED sera égale à 2 fois 0,02 qui est égal à 0,04 watts et qui nous fait 40 milliwatts. Réponse B. Alors question 7. La tâche spot produite par un faisceau laser sur un écran est habituellement petite et quasi circulaire. Lorsqu'on interpose un cheveu d'épaisseur de 70 micromètres dans le faisceau, on obtient la figure suivante sur l'écran. À quelle propriété physique ce phénomène est-il dû? Donc là c'est une pure question de cours, il faut reconnaître la figure de diffraction, donc réponse C. Question 8. Deux personnes portent ensemble un sac de 10 kg de sorte que leurs bras font un même angle alpha avec la verticale. Pour quel angle alpha chacune des deux personnes exerce-t-elle une force dans le sac de même intensité que si elle portait le sac toute seule avec son bras orienté verticalement? Alors on sait que le système est à l'équilibre, donc la somme des travaux est égale à 0. Donc j'ai fait le travail de la force 1, qui est par exemple la flèche de droite. Le travail de la force 2, par exemple la flèche de gauche. F2 fois B fois cos alpha. Le travail du poids à connaître par cœur, c'est mg fois b. Ensuite, comme c'est la somme, on additionne tous les travaux, mais attention, le poids est résistant, donc il sera négatif. J'extrais cosinus alpha, donc ça va me faire mgab sur f1 fois b plus f2 fois b. Je peux supprimer les AB, je vais avoir cos alpha qui est égal à mg sur f1 plus f2, mais comme f1 est égal à f2 et que p est égal à mg, et ben je vais avoir du coup cos alpha qui sera égal à p sur 2f1, ou j'aurais très bien pu mettre 2f2. Hein. Et comme les forces ont de même intensité, p est égal à f1, et du coup il me reste 1,5. Cosinus alpha est égal à 1,5. Trigonométrie nous dit que alpha égale 60 degrés. Voilà ce qui achève la partie 1.